Salut. Alors là, on est avec Illy et Nikizi qui viennent de jouer à la Family Picnic encore, hein, notamment en vinyle, certains titres en vinyle. Merci les gars d'accepter l'interview, c'est sympa. On va faire comme d'habitude. Liam, c'est ton prénom, ton vrai prénom. Nous parler de tes influences musicales. Pour moi, entre ce que j'écoute moi-même à la maison, quand je fais rien, je travaille sur mes trucs, etc., que ce soit mes parents, c'est assez différent. Moi, à la maison, je suis plutôt funk, soul des années 70, trucs comme ça. C'est vraiment le genre vers lequel je m'approche le plus. J'étais un grand fan du hip-hop des années 90 et tout ça. Du coup, moi, quand j'entends un sample et que je suis là, ah, ok, it comes from here, ok, nice, bam. Ça, c'est ce que j'aime. Après, les parents, moi, ils ont toujours travaillé dans l'industrie de la musique, en fait, surtout les années 90 à Londres, Toi, tes parents etc. sont anglais. Ouais, voilà, exactement. Mes parents sont anglais et j'ai grandi la moitié de ma vie en Angleterre. Et à travers eux, bah, il y avait beaucoup de drum and bass surtout. Beaucoup de drum and bass, beaucoup de trucs un peu breakés, un peu avec des grosses basslines et tout. Et ouais, c'est un truc qui me partira jamais. Ok, les influences familiales, je dirais, ce qui était joué à la maison, c'était plus du rock, c'était plus tout ce qui était Led Zepp, Dire Straits, voilà, toute cette époque du rock, ce que mes parents écoutaient, un peu de chansons françaises aussi. Et du coup, moi, donc ça c'était plus le côté à la maison. Et après, c'est vrai qu'en France, on a eu un grand mouvement rap. Et le hip-hop, moi, ça a été, voilà, on a grandi dans les années 90. Moi, je suis né en 87, donc j'ai grandi dans l'âge d'or du hip-hop. Et donc le hip-hop, ça a été vraiment un gros, voilà, un gros passage pour moi. Et après, naturellement, enfin, pas naturellement, mais musique électronique petit à petit. Et voilà. Mais en tout cas, niveau enfance, c'était principalement hip-hop. Alors, l'autre question que j'aimerais te poser, Liam, c'est est-ce que tu peux développer un petit peu cet aspect, ce passage à la musique électronique? Bah, au début, c'était tout simplement, j'ai essayé de un peu recréer, entre guillemets, l'image que j'avais de mes parents en club, etc. Je jouais de la DnB, je jouais plein de trucs, j'avais pas forcément de style particulier. En fait, j'ai été à un festival au milieu de l'Espagne, au milieu du désert, et j'étais devant Marco Carola. En fait, ça m'a un peu tiré d'une scène vers une autre. Et j'ai découvert une sorte de joie de vivre, une sorte de, je sais pas, cette vibe qui roulait constamment comme ça. Et c'était un peu l'ouverture pour moi. C'était le moment clé où j'ai fait, OK, this is what I wanna do. C'est ça que je veux faire. Bam, je pars là-dedans. Et ensuite, bah, il y a eu plein, enfin, comme avec tout, il y a des étapes, il y a des échelons. C'était vraiment ce set devant Marco Carola où j'ai fait, ah ouais, OK, en fait, les gens là-bas, là, pas trop, mais ici, tout le monde est good vibes, tout le monde choix de vivre, on s'aime et tout, bah, bah, bah. Et j'étais là, waouh, complètement pris par le truc. Et vraiment, à partir de ce moment-là, ouais, je voulais plus que faire ça, quoi. Ouais. Nico? Quand j'étais quand j'étais gamin, voilà, petit à petit, j'ai commencé à écouter de la musique électronique, mais sans connaître le monde qui était un peu derrière. Voilà. J'aimais la musique de manière générale de toute façon, donc ça m'intéressait, mais je savais pas trop les tenants, les aboutissants de cette musique. J'en ai écouté de plus en plus, après j'ai grandi, et quand j'ai commencé à être à l'école, en prépa, j'ai rencontré des gens, j'étais dans le milieu étudiant du coup, rencontré des gens avec les mêmes sensibilités, et à l'époque, c'était en 2009-2010, il y avait une espèce de boom un peu du dubstep. Et en fait, c'était une musique sur laquelle on a adoré quoi, cette espèce de fusion du dub, mais beaucoup plus agressive et taillée pour le dance floor. Et en fait, étant de Grenoble, il y avait pas de. Voilà, ça existe. Il y avait rien dubstep. Il y avait de la drum and bass, etc. J'en parlerai après, mais des collectifs avec lesquels on s'est associé et tout. Mais bref, il n'y avait pas de dubstep. Et en fait, nous, on était dans l'âge à 20, 22 où on s'est dit, bah vas-y, en fait, nous on aime cette musique, il n'y en a nulle part, viens, on fait des soirées. Donc on a commencé on a commencé à être promoteur. Et en fait, tout a été le déclencheur à partir de ce moment-là, c'est-à-dire en tant que DJ et en tant que. En fait, c'est pour ça que je fais vraiment le parallèle entre le côté spectateur et le côté acteur, en fait. Ça, on a commencé à faire des soirées autour donc bass music, quoi, la culture anglaise. Grenoble étant un petit milieu, on a vite rencontré d'autres promoteurs, des gens plus âgés comme ça. Et du coup, moi, je me suis ouvert très vite sur la house, je me suis ouvert très vite sur la techno, très vite ouvert sur la drum and bass, sur le garage. Mon moment pivotant, ça a été ça, en fait.
Liam, alors nous on est très attachés au vinyle chez Nocturbulus, on en a parlé un peu en off. On pose la question sans a priori à tout le monde, parce que c'est pas une histoire de génération. Je voulais savoir quel était ton rapport au disque vinyle. Ma passion du vinyle, ça a vraiment commencé parce qu'il y avait des musiques que je trouvais pas ailleurs que sur vinyle en fait. J'ai découvert Nick Easy pendant qu'il faisait des soirées à Grenoble, etc. Et je suis un peu arrivé dans le même train que lui, au point que genre y avait personne qui faisait le même genre de musique que moi. Je suis arrivé de Londres, j'étais un peu en mode, j'essayais de retrouver la vibe qu'il y avait à Londres. Et cette vibe en particulier, il y avait que sur vinyle à cette époque-là. Il y avait vraiment que sur vinyle. Et c'était les meilleurs tracks étaient vinyle only. Il y avait quelques tracks qui étaient sur digital. Je me suis un peu mis un objectif de me dire qu'en tant que producteur, si je voulais release de la musique, il fallait que ça soit sur vinyle. Donc ma première release c'était sur vinyle. On a créé un petit label grenoblois qui s'appelait Stage Tracks à l'époque. Après j'ai releasé avec un autre label grenoblois qui s'appelait Nymphonie. J'adore le vinyle, je suis pour tous les arguments qui sont ok, ça sonne mieux, etc. Nanani, nanana. Je suis un son, donc ça me parle tout ça. Mais à côté de ça, c'est juste un moyen différent de jouer de la musique. Donc moi, s'il y a une track qui défonce, qui est sur CD, mais que je peux pas avoir sur digital ou que je peux pas avoir sur vinyle, bah, je vais le jouer sur CD. C'est juste un autre moyen. Tant que la musique elle est bonne, si elle est sur vinyle, bah, tant mieux de jouer des vinyles. C'est toujours un peu un petit risque que tu prends dans ton set. Tu te dis, bon, est-ce que ça va sauter? Est-ce qu'il va y avoir du rumble? Est-ce que, etc. C'est pas toujours facile, à moins que le promoteur il s'est mis en tête, ok, je veux que tout le monde joue des plaques, et donc Ouais. on va être vraiment, on va mettre le budget, parce que en plus c'est un budget pour faire sonner ces disques. Mais surtout sur un setup comme aujourd'hui, où le truc il est temporaire, c'est pas un bouffe en béton, quoi. Il y a de la vibration, etc. Et donc ça peut être très vite compliqué pour des gens qui jouent que des plaques. Et donc voilà, c'est vrai que quand ça roule, ça roule. Et c'est génial. Il y a un petit côté plus l'impression d'avoir accompli quelque chose. Quand on câlin et que ça rentre tout seul et que ça sonne tout bien, tout warm, tout analogue et tout là, waouh, on adore. C'est vrai que j'adorais jouer des plaques tout le temps, mais voilà. Ok. Nico, Pour compléter ce que vient de dire Liam, je pense qu'il y a une certaine noblesse déjà dans le vinyle. Il y a une espèce de la musique, elle prend de tout le process en fait d'aboutir au vinyle. Étant dans une génération digitale complètement digitale aujourd'hui, il y a quelque chose de noble en fait dans le fait d'avoir un vinyle, de par le process de presse et compagnie. Et puis ensuite le fait de le jouer, on est plus proche de l'artisanat que de la programmation avec des CD. Enfin, c'est la même chose. On fait la même chose, mais on le fait quand même avec. Voilà, il y a ce côté analogue, comme disait Liam. Et vu qu'on est dans une ère de digitalisation à fond, mais en plus en tant que DJ, c'est un peu plus technique quand même. C'est plus dur de caler des vinyles. On est, comme disait Liam, on est soumis à d'autres problèmes, le rumble, les copains qui sautent ou les cellules qui sont foireuses. Et du coup, voilà, c'est un peu plus un challenge. Et il y a un côté un peu plus sportif, il y a un côté un peu plus, je sais pas, il y a un côté un peu plus artisanal. Il y a pas d'écran, donc on est vraiment, on se détache du sens des yeux, on est Ouais. vraiment focus sur Plus le les sens des oreilles. oreilles. Donc ça c'est cool parce que il n'y a pas d'indicateur visuel en fait. Enfin, il y en a mais très très peu quoi, on va dire. Ouais. Du coup, en étant un peu du côté un peu label, producteur, etc. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué à presser parce que les coûts, parce que les délais de production, parce que les gens qui se donnent la peine de faire du vinyle, c'est quand même il y a quand même une espèce d'expertise derrière, un savoir-faire, un héritage d'une tradition, voilà, de tout ça quoi. Donc voilà. Ok. Liam, est-ce que tu peux nous donner des noms de DJ ou d'artistes, que ce soit des DJ dans leur art de DJ ou des artistes dans leur production, qui t'ont influencé? Harry McCanna, obligé qu'il y soit. C'est un résident en tant que DJ, même en tant que producteur, j'adore ce qu'il fait. C'est un résident de la fabrique à Londres. On a une expression en Angleterre qui dit que it's your favorite DJ's favorite DJ. So, Ah, c'est le DJ favori de ton DJ favori. Voilà, exactement. Tu vois. Donc, tu le connais peut-être pas, mais voilà, il faut le connaître. Donc, Harry McCanna, 100%. Celui dont tu es fan, il en est Voilà, fan. Faut que tu connaisses. exactement. Donc, Harry McCanna, hands down, all day, smashing the game. J'adore. C'est vrai que j'ai été beaucoup marqué par le label Fuse London. C'était un peu après Marco Carola, c'était le prochain étape qui m'a
montrer un peu la voie, entre guillemets, vers laquelle je voulais aller. Et donc, le boss de ce label-là, il s'appelle Enzo Siragusa. Mais c'est un peu un crew, ils jouaient tous ensemble, autant Enzo que Roscoe, que Rich Nex, que Sebzito. Tous, ils m'ont inspiré autant les uns que les autres. Et sinon, en tant qu'ingé son et ingé light, j'ai bossé pendant 6 ans dans un club là, à Londres, donc, qui était un peu le berceau de la musique que je fais moi. Et les 2 meilleurs sets que j'ai entendus sortir de là-bas, c'est Hamish and Toby. Donc, c'est deux mecs qui jouent beaucoup vinyle aussi. Un peu tech house, underground, années 2000, vachement orienté vers le Royaume-Uni. Et Ron Obvious. Ron Obvious, aussi en anglais, même genre de musique, mais sur 6 ans de travail sur le dance floor en tant qu'ingé son, c'est vraiment les sets qui sont sortis du lot, mais j'avais pas le temps de respirer, quoi. Vraiment, chaque drop sur chaque drop, c'était intéressant, ça me surprenait, c'était vraiment, vraiment quelque chose de spécial et de magique. Et il tourne beaucoup encore, voire plus qu'à l'époque, donc ça fait d'autant plus plaisir. Pour commencer par les DJ, mais d'une manière récente, enfin ouais, récemment, Radu, parce que voilà, donc il va jouer ce soir Family Picnic, il remplace Fumiya Tanaka qui malheureusement peut pas venir. Je vais pas refaire l'histoire de la scène roumaine, mais ça a été quelqu'un qui a apporté énormément pour la minimale. En tant que DJ, il est incroyable de précision, de sélection. Techniquement, pour moi, un DJ il doit être irréprochable. Lui, il est irréprochable. Et puis en plus, au niveau sélection, parce que c'est un des anciens et un excellent curateur, en fait, il a vraiment, voilà, la musique qui nous sort à chaque fois, c'est incroyable. Là, c'est pas pour faire de la pub à Family Picnic, mais Margaret Digas qui joue. Margaret Digas, pareil, en minimal. Voilà, on a eu la chance de l'avoir plusieurs fois à Londres. Le spectre de ce qu'il joue, il est très large. Ça reste minimal dans le sens, quand je dis minimal, je pense que les gens pensent minimal, ils pensent à des trucs très calmes, mais c'est pas forcément ça. En fait, c'est vraiment pour moi, la minimale, c'est cette vibe qui roule. La techno peut être minimale. C'est cette vibe qui roule où il n'y a pas trop de montagnes russes. C'est plutôt quelque chose de constant. Et voilà, c'est des gens qui maîtrisent ça parfaitement et qui peuvent nous emmener soit dans un truc très housey, très sunshine ou très dark en fonction du lieu où ils sont, etc. Et voilà, Margaret Digas, Radu, même Raresh qui joue ce soir est excellent. C'est des pionniers dans le genre. Ouais, et après, en production, moi j'ai fait beaucoup de musique avec un ami à moi qui s'appelle Elia. Et sa culture, il m'a vachement inspiré. Il est jeune, il a une excellente culture musicale et il a été une grosse inspiration en tant que producteur, quoi, en tout cas. Les DJ que je préfère sont pas forcément les producteurs que je préfère et les producteurs que je préfère sont pas forcément les DJ que je préfère. Voilà, il y a un truc où soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Je suis assez d'accord. Voilà. C'est vrai. Voilà. Liam, je vais te poser la question Back to the Past. Tu connais, même si tu es jeune, Retour vers le futur, Back to the Future. Back to the Future, yeah. Donc tu prends la DeLorean, tu vois, là, ouais. et tu peux choisir une date et un lieu dans le passé que tu as vécu ou non. Ça serait où et ça serait quand? 1989, it's gotta be 1989, Summer of Love. Ah, 1989, le Summer of Love. Début de la scène rave, quoi. Thatcher, tout ça, etc. Je pense qu'il y a une énergie, une osmose parmi les gens qui était immanquable. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Bon, après, je crache pas sur la scène d'aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que ces jours-là, ça me vend du rêve. Hein. Ça me vend vraiment du rêve. Ça me fait plaisir quand j'entends des jeunes comme vous me dire ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Et puis, presque toute la musique que j'ai jouée aujourd'hui, à part mes propres productions, c'était produit dans les années 90. Ouais, c'est une vibe qui revient aussi, 2000, ça fait plaisir aussi. Vachement, ouais. C'est beaucoup tendance en ce moment. Autant la tech house des années 2000 que la tech house des années late 90s. Les sons un peu ça. trancés, début 90 aussi. Ouais, voilà. Donc, Okay. ouais, Summer of 89 for sure. Nico, j'avoue que par rapport à la réponse de Liam, je serais tenté de répondre ça, mais je ne vais pas répondre la même chose. Mais je pensais à autre chose. Je pensais aux les gens que j'ai cités avant et le début du DC-10 à Ibiza dans les années 2010. Très peu de vidéos qui tournent. Moi, j'y étais pas, évidemment. Et je pense que c'est nous, la musique qu'on pousse aujourd'hui, ce qu'on a joué aujourd'hui, ce qu'on fait à Londres.
c'est cette vibe. Et je pense que c'est une vibe qu'on a beaucoup perdue parce que, encore une fois, digitalisation, les gens moins présents dans le moment, les téléphones, les machins, nanana. Et à Ibiza, un endroit qui a eu la chance et l'audace en fait de pousser les DJ et la culture rave. Et voilà, quand je vois ces vidéos de cette musique que j'adore, donc et ça avait l'air pour être tourné à Ibiza dans les années 2020, voilà, j'ai pas forcément aimé. Et voilà, ça avait l'air incroyable parce que encore une fois, c'est le point commun avec ce que disait Liam, c'est que c'était la naissance de quelque chose en fait. Et souvent, quand tu te trouves à la naissance de quelque chose, il y a un truc magique qui se passe. Et voilà. Donc, ce serait peut-être ces moments à Ibiza quand les Ricardo Villalobos, les Radu et compagnie, les Carola, les Luciano qui jouaient des heures et des heures et des heures, et les Richie Houghton, Diciten, Minimal, et que tout le monde était dans le moment, que tout le monde comprenait la musique. Voilà. Alors, j'ai posé une question. Qu'est-ce qui te dérange dans la scène électronique d'aujourd'hui? Instagram. Voilà. Instagram, les téléphones, m'as-tu vu, je suis juste là pour me prendre en photo backstage avec mes copines ou avec mes copains. Franchement, voilà, hein, il n'y a pas de sexe particulier pour ce genre de truc. Nous, on est là, on fait de la musique parce qu'on adore la musique et on danse parce qu'on adore la musique et on aimerait que le public, ça soit la même. Nico? J'ai rien à ajouter. Ah, voilà. Je vais vous poser la question millionnaire. Je te donne 1 million d'euros maintenant. Ça va être un peu random, ça va être rien à voir avec la musique. Tu fais ce que tu veux, c'est ta réponse. Conservation animale et conservation d'espèces, conservation de tout ce qu'il y a autour de nous, qu'on est en train de perdre, c'est très important. Surtout les singes, les capucins et les gibbons. Voilà. Ok. Voilà. C'est un peu particulier, mais non. voilà. Nico? Et si j'achète des appartes et que je les loue, Tu dis ce que tu veux. eh ben, voilà, j'achète des appartes, je les loue et je travaille moins et je fais plus, et je fais plus de musique. C'est tout. Si on veut écouter ce que vous faites, les mix, les prods, tout ça, ou si on veut même vous suivre aussi, hein, quels sont les médias, les moyens à privilégier? Bon, je vais me contredire du coup, parce que j'ai dit que je détestais Instagram. Mais c'est vrai que Instagram, c'est le moyen le plus facile. Et en fait, pour nous aujourd'hui, en tant qu'artistes, c'est le moyen le plus facile de s'exprimer et c'est le moyen le plus facile pour nous de faire apparaître notre message parmi notre public. Avant, c'était Facebook. Facebook, ils ont voulu changer leur business model. Pas de problème. Du coup, on est passé à Instagram. Après, ça n'empêche Et la pas musique, que... alors là où on peut, tu vois, écouter, parce que Instagram, on peut pas forcément écouter des mix, des prods, acheter vos disques, tu vois, des choses comme ça. Donc, Mais qui écoute vraiment ça? Genre, à moins qu'ils aient vraiment envie d'écouter un morceau ou qu'ils aient vraiment envie d'écouter un set parce qu'ils ont 2 heures à tuer. Est-ce que les gens, ils écoutent plus de 15 secondes de musique? alors ta question, elle est malheureusement, elle nécessiterait une émission consacrée à ce débat, parce que justement, en fait, il y a plusieurs types de... Tu as les consommateurs et puis tu as les amateurs. Et en gros, il y a 2 catégories. Tu as 90% de consommateurs et 10% d'amateurs. Et après, tout dépend sur quel... Nous, en fait, on ne s'adresse qu'à des amateurs. Donc effectivement, nous, on est plutôt à l'ancienne. C'est Bandcamp, c'est YouTube, c'est Facebook. Tout le reste, c'est vraiment, on se force, on le fait parce qu'il faut un peu ouvrir un peu tout ça. Mais parce qu'il nous faut un peu de consommateurs aussi. En étant honnête, hein. Mais nous, en fait, sur Bandcamp, les gens, ils écoutent nos morceaux, ils nous achètent tous les jours nos prods. Sur YouTube et tout, pareil. Sur Facebook, ils nous contactent. Donc, c'est possible. Mais c'est vrai que ça dépend à qui on s'adresse. Donc, c'est une question très, très... En fait, tu as levé un truc qui nécessite un débat presque, tu vois. Oui, enfin, c'est... Soit on parle de promouvoir notre musique, soit on parle de vendre notre musique. Et si je parlais de vendre ma musique, Bandcamp, for sure. C'est le Nous, meilleur on est moyen vraiment pour nous. Bandcamp, c'est parce Voilà. que Bandcamp, c'est là, les sous, ça va à toi. Les gens écoutent tout ce que tu fais à leur rythme, ils peuvent écouter gratuitement. Quoi. Ça dépend Donc, du style de musique aussi. Voilà, Et ça. là, on parle plus dans le label, et c'est vrai. Il y a tellement de facteurs qui peuvent ouais, faire c'est vrai. varier les choses. C'est vrai, donc, c'est vrai. Tel type de son va générer une communauté qui va être très amatrice, hein, et qui va ou d'autres styles de son où ça va être plus du streaming et de la consommation comme ça. Ouais. Et c'est vrai on a déjà eu pas mal de morceaux qui n'ont pas forcément vendu, mais en streaming par contre,
ils ont beaucoup plus de vues. Oui, tout à fait. Donc à fait. ça, je sais pas si c'est parce que ça pile, ça a trait à un public différent. En fait, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a comment tu dis, on va dire Les amateurs les et ama- les consommateurs. les amateurs et les consommateurs. Et en fait, je pense que Bandcamp, ça s'adresse aux amateurs. Ouais. Et quand je dis amateurs, donc ça va être principalement, principalement les DJ. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé, mais bon, c'est normal qu'on n'en ait pas parlé. Mais en fonction de la musique que tu fais, soit tu tends du côté dans ce qu'on appelle la musique populaire, le côté mainstream, soit de l'underground. Et en fait, bah, plus tu te rapproches de l'underground, plus tu es dans des connaisseurs, et les connaisseurs qui sont des amateurs, et du coup qui sont des DJ ou des promoteurs ou des ce que tu veux. Et donc c'est pour ça que Liam il disait il y a des morceaux qui ont marché en streaming mais qu'on n'a pas vendu. Bah pourquoi? Peut-être parce que ces morceaux-là ils étaient plus agréables à écouter, qu'ils n'étaient pas super intéressants dancefloor m'en parlant. Je sais pas. Où se positionne ta musique par rapport au spectre global? Tu touches un public différent en fonction de la musique que tu fais. Donc c'est une évidence ce que je suis en train de dire, mais nous ce qu'on fait en tout cas c'est de la musique taillée pour le dance floor pour les DJ parce que c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on fait. Et c'est complètement différent d'un public qui fait de la pop ou qui fait même des musiques électroniques qui sont très accessibles, on va dire. Et du coup, en fonction de ça, ton canal de communication, il change un peu, quoi. Et j'allais même ajouter que nous, à Londres, on a la chance déjà d'être à Londres avec une communauté de DJ, une connaissance assez pointue de tous les genres musicaux. Et on a un canal de communication, par exemple, qui est Telegram, où notre musique, elle apparaît jamais au public. Mais par contre, en fait, on se partage les musiques, on se partage nos productions, mais en unreleased, en fait, entre nous. Donc ça, c'est vraiment pour moi le niveau zéro c'est-à-dire que on produit beaucoup, ça voit jamais le grand public. Par contre, parce que tu es dans un réseau où tu connais beaucoup de DJ qui jouent du digital, bon, bah, forcément c'est du digital, ça va pas être du vinyle, mais du coup, tu as ce réseau de communication et qui finalement, ça dépend vraiment de l'audience en fait, ça dépend vraiment de la musique que tu fais et de l'audience. Pour terminer, les gars, qu'est-ce que vous avez comme actualité prochaine, des projets, que ce soit sur la prod ou que ce soit des soirées Alors, tous les deux, on run un label qui s'appelle ESP en anglais, Écoute sa poto pour les Français. Voilà, on a choisi l'abréviation pour les Anglais parce que c'était un petit peu compliqué à prononcer. Écoute sa peu, poto. écoute peu. On a eu pas mal de variations qui nous ont bien fait rire. En tout cas, on a la 15e release digitale qui va pas tarder à sortir. C'est vachement orienté minimal. Vachement orienté minimal. Et avec notre patte aussi, qui est un peu plus orienté house, justement les années 90, comme on a parlé de nos influences, etc. tout à l'heure. Ouais, et du coup, on vient de lancer un sub-label qui s'appelle Fancy Footwork, du coup, qui pour l'instant est pressé uniquement en vinyle. Pour le coup, cette release-là... C'est Fancy Footwork. Fancy Footwork, yeah. Et pour le coup, là, c'est vraiment orienté 90s house, tech house, cette scène rave qui nous manque un petit peu, quoi. C'est vraiment ravey, ouais, comme on pourrait le dire. Avec un jeune producteur de Paris qui s'appelle Sunas, big up to Sunas. Franchement, lourd les tracks. Continue à faire de la musique avec les crews, la Mez, notre crew de Grenoble. En fait, le truc, c'est qu'on a été tous les deux promoteurs pendant longtemps en France. On a le label, on fait quelques soirées à Londres, on fait quelques releases. Mais en fait, je pense qu'on a vraiment basculé du côté producteur, en fait, où le temps et l'énergie qu'on a, on l'investit dans notre propre création musicale, en fait. Et moi, j'ai fait 10 ans de promotion de soirée sur Grenoble. Mais c'est vrai que maintenant, je suis passé du côté producteur. Et quand je parlais de Telegram tout à l'heure, c'est voilà, moi pour l'instant, c'est ça. C'est les artistes que j'admire et que je respecte, j'ai envie de pouvoir leur envoyer ma musique et d'avoir leur avis. Et s'ils la jouent, c'est parfait. On fera sur les liens, sur la vidéo, on mettra respectivement aussi vos liens Ouais, à chacun, ouais, quoi, ouais, bien ouais. sûr, hein, les communs et ce qui est un à chacun. Bah, écoutez les gars, merci beaucoup de nous avoir accordé cette Merci interview beaucoup. Merci, big up. et Merci beaucoup. merci à la prochaine.